Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire une analyse de price action. Je pense que ça va être assez sympa. On va la faire à partir d'une chart vide. On va tout simplement ici reprendre la totalité de la chart. Et puis, on va également aller voir des infos du côté d'un stablecoin qui serait potentiellement mal en point. Et ça concerne notamment en partie Binance. Donc, on passe en partage d'écran. J'en profite pour vous dire de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de prendre le temps de mettre un pouce bleu si le contenu vous plaît. Alors on est là en daily dans cette petite correction. Vous voyez que j'ai pris une charte vierge histoire de reprendre les niveaux un petit peu, refaire un petit peu la méthodologie, on va dire, et bien de base là-dessus. Concrètement, on est sur résistance. On peut estimer que la résistance, elle se trouve quelque part par là. Si on cherche vraiment un niveau en daily, on devrait la trouver à peu près dans cette zone. Ça ne sera pas un niveau daily, du coup il faudrait aller chercher le 4 heures à l'endroit où on a un pic, mais concrètement on peut vraiment estimer que on a quelque chose qui est entre le 4 heures et le daily et qui se trouve à peu près par ici. Sous-entendu, on refuse d'attaquer ici le pic qui est à ce stade et on refuse de prendre la liquidité ici au-dessus des 32 547, en tout cas pour le moment. On reprend ici eh bien la base, c'est tout simplement que effectivement ça c'est une daily, on va considérer qu'elle est fermée comme ceci, et puis ensuite on va prendre éventuellement la trend d'accumulation qu'on a en face. Quelle est la trend qui peut éventuellement venir casser ce niveau? Elle est relativement facile à voir. On part d'une bougie blanche à une bougie blanche. Ici c'est pas extrêmement propre, vous voyez qu'elle est perdue dans ce stade là. Voilà, on peut estimer vraiment que c'est ça qui peut potentiellement tenir le mouvement, et toujours pareil, c'est une daily. On descend sur le 4 heures. Sur le 4 heures, on va ici aller voir un petit peu ce qui se passe dans la structure. On peut retourner un petit peu en arrière, je pense, pour essayer d'aller trouver justement ici un pic qui, pour le coup, n'est pas attaqué. Alors, sur la 4 heures, pour moi, ici, bah, c'est en fait le pic majeur, là. Celui-ci, je pense, qui n'est pas cassé. On va aller voir ça. Oui, on est en haut de ça. Tout à fait, c'est exactement celui-ci. Donc là, on peut estimer qu'on a un niveau en 4 heures qui peut éventuellement repousser le prix. Donc celui-ci, il est comme ça. Vous voyez que par deux fois ici, donc dans le haut de ce pic, 1, 2, 3, on a cette résistance là qui est là. Ensuite on va essayer d'aller voir un petit peu la structure. On avait ici, vous le voyez, une trend en 4 heures. Est-ce qu'elle est perdue à ce stade ou pas? Hop, on va la mettre ici en 4 heures. On va zoomer un petit peu, on va essayer de la placer un petit peu mieux, que ça soit assez cohérent. Oui, on est pas mal là, vous voyez, bougie blanche, bougie blanche, bougie blanche à nouveau. Donc non, pour le moment, elle n'est pas retestée. Si on y va là, ici, tout de suite en ligne droite, on peut retester éventuellement les 29,6. On n'aura pas perdu éventuellement cette 4 heures. Même chose de ce côté-là. On peut voir éventuellement également une trend ici dans cette zone sur laquelle on est actuellement tout pile. Donc ça, c'est relativement intéressant. Et si je zoome sur la structure, quel est le niveau 4 heures qui n'est pas nécessairement attaqué? Eh ben, on peut penser que c'est le même que celui que j'ai mis par le passé, donc c'est bien. Donc là, concrètement, vous voyez, on voit bien la contraction qui est en train de se faire. Si jamais on perd cette trend ici en 4 heures, des bonnes chances d'aller tenir et d'aller visiter celle-ci. Si jamais on perd celle-ci, des bonnes chances d'aller visiter la daily. D'accord? C'est relativement simple, il n'y a pas besoin de réinventer la roue, encore une fois. Si jamais on perd celle-là, on devrait rejoindre celle-là. Si on perd celle-ci, on devrait à minima avoir une réaction sur celle-là. Ok? Donc là, ça nous donne les niveaux à peu près 26, etc. Est-ce qu'on a un niveau autour des 26 qui pourrait être intéressant de revisiter à ce stade? Bon, on voit que là, on a quand même bien attaqué ici en 4 heures ce niveau-là. Donc on aurait peut-être plutôt un niveau daily ici qui tiendrait. On va vite fait remonter sur le daily pour aller voir ça. Hop, comme ça. Oui, il s'agit de ce creux là, vous le voyez. Même celui-ci, hein, théoriquement, ce creux est censé protéger celui-là. Donc on peut éventuellement se dire qu'une attaque de ce creux-là en backside serait déjà logique. Et concrètement, on voit que ce qui tient, pour l'instant, bon, il y a deux niveaux en fait en réalité. Il y a ce niveau-là en daily, qui est protégé par ce creux là, hein. Donc on pourrait ici noter les 23,6 comme étant un niveau également. Ici les 25,2 c'est un support majeur, hein, bien évidemment. Pourquoi c'est un support majeur? Parce que si je vous le tire ici en daily,
vous comprenez qu'on est pile sur un support majeur. Donc celui-ci, on va le mettre en daily également. On va tenir, c'est pas la peine de mettre 50 000 niveaux, mais c'est un niveau, comme vous le voyez là. On a rejeté cette fois-ci, on y est remonté, on a rejeté, retour aux 20 000. Une fois qu'on a réussi à le passer, on vient juste de le retester là. Enfin, on l'a retesté il n'y a pas très longtemps, 25 000, et puis remonte. Bon voilà, ça c'était pour le 4 heures et le daily. Je vais essayer de pas faire trop long là-dessus, mais ça vous donne un petit peu la méthode, et puis enfin, c'est pas la bonne manière de faire même, c'est ma manière de faire. Vous pouvez avoir la vôtre. Il y a des tas de manières de faire, tout simplement. Moi, je combine price action, les trends, les niveaux et le chartisme avec un petit fond de liquidité. Voilà, c'est quelque chose que vous pouvez faire si jamais ça vous plaît. Donc concrètement, qu'est-ce qui n'est pas très engageant là dans l'histoire? On va descendre sur le 1 heure. On va dire qu'on divise à peu près par 4 à chaque fois. En 1 heure, on voit bien que celle-ci est perdue. D'accord. Là, on avait une trend d'accumulation, celle-ci. Donc ça, c'est une 1 heure. On va l'effacer puisqu'elle est perdue dorénavant. Vous voyez qu'on a vraiment bien clôturé en 1 heure là-dessous. Vous voyez que le daily ici n'est pas perdu. Il faudra qu'on clôture au-dessus pour être dedans. Donc ça, c'est une daily. Donc attention aux faux amis. Ne pas se dire que dans la mauvaise time frame, si on regarde dans la mauvaise time frame, ce niveau est perdu, c'est pour ça que vous les labellez avec, bien entendu, le bon niveau. Donc concrètement, cette 1 heure est perdue. Ça, c'est pas une très bonne chose. Ça veut dire que on retourne attaquer finalement un niveau 1 heure qui se trouve un peu plus bas, quelque part par ici, je pense. Là où on n'a pas réellement perdu une 1 heure, on doit se trouver à peu près dans cette zone où là, effectivement, vous le voyez, il y a des mèches et potentiellement une mèche actuellement. C'est-à-dire que concrètement, le niveau se trouve à peu près par là. C'est pas vraiment un 1 heure, mais on essaye de faire vite ici. Je vous place pas les niveaux tout pile exactement comme il faut, au sens où, sinon, on n'aura pas ici. Enfin voilà, on essaye plutôt d'avoir quelque chose d'intuitif que d'avoir quelque chose de parfait, entre guillemets. Donc voilà, là vous voyez qu'on a placé les niveaux 1 heure, les niveaux 4 heures, etc. Concrètement, on voit quand même c'est assez clair qu'on a cette espèce de range. Ici, entre cette barre-là et cette barre-là. Si on arrive à rebondir ici sur la trend, tant mieux. On reste dans un range, potentiellement. En tout cas, le fait de dire que c'est un range, c'est une analyse un petit peu pauvre. Vous voyez qu'ici, on a mis en avant éventuellement d'autres choses qui peuvent éventuellement tenir ou repousser le prix. Donc ça, c'est intéressant. Et on a mis en avant une compression. Si jamais cette zone compresse et casse, ou ici, ou même perd directement ici, même quand on sera dans le range ici, on pourra considérer que c'est une perte, et bien à ce moment-là, on saura à peu près où se dirige le prix, ou en tout cas, quelle est la direction préférentielle à éventuellement venir prendre. Sur du 15 minutes, qu'est-ce qu'on peut regarder? On peut voir cette trend ici de distribution. On prend une bougie bleue, on la met sur une bougie bleue. Alors, c'est pas extrêmement propre en 15 minutes, peut-être qu'on aura quelque chose de plus propre en 1 heure. Bougie bleue, non, on sera encore plus à plat, donc il faudrait peut-être même descendre un peu plus bas. On va le garder en 15 minutes, c'est pas mal. Ici, si jamais j'essaye d'attaquer pas mal de points, voilà. On pourrait éventuellement avoir des chances de revenir tester à ce stade, ce niveau-là, pour ensuite éventuellement se faire rejeter. Donc cette trend-là, elle est intéressante à garder également, je trouve, en tout cas, cette 15 minutes-là. Donc on va la mettre en 15 minutes, bien évidemment. Après, on est plutôt à plat ici, vous le voyez sur le bas, donc pas vraiment la peine de mettre une trend. On a déjà mis cette 4 heures, donc elle est correcte. Qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement voir en termes d'attaque de niveau? Vous voyez que pour l'instant, on est en train éventuellement d'essayer d'aller attaquer le V qui est ici, la vallée qui est là, d'accord? Là, on avait fait un double bottom, une sorte de double bottom qu'on avait retesté, on a touché la target, et là, à ce stade, on est en train de revenir tester à nouveau ce double bottom. Donc, on a quelque part, en 15 minutes, une sorte de niveau qui potentiellement pourrait se trouver très légèrement en dessous, quelque part par là. On va garder le 1 heure puisqu'il est relativement cohérent dans ce sens. Donc, on a mis ici une trend de distribution en 15 minutes, et désormais, si on zoome un petit peu plus, si on va chercher un petit peu plus bas dans les time frames. Pour l'instant, on a juste un V-bottom ici, vous le voyez, sur le 5 minutes. Mais on a quand même aussi également une trend qui commence à se dessiner. Si cette bougie-là termine blanche, sous-entendu sur le 5 minutes, vous voyez que ça c'est une baissière, donc on prend toujours ici une bougie blanche à une bougie blanche. On a peut-être la trend de ce mouvement pour éventuellement revenir tester celui-ci. Et là, le niveau dont on parle, c'est un 5 minutes, d'accord ?
Hop, on peut éventuellement aller jusqu'au 1 minute, il n'y a aucun problème à le faire. Vous voyez que entre le 1 et le 5 minutes, vous avez beaucoup de bruit dans le 1 minute hein, quand vous regardez le 1, mais c'est extrêmement intéressant de regarder les éventuels développements chartistes qui peuvent se passer dans le 1 minute. Moi j'aime beaucoup faire ça. Sous-entendu ici, on avait peut-être un double bottom qui était comme ceci, qui vient éventuellement de retester. Est-ce que je ne serais pas sur un retournement ici de la 1 minute? La target de ce double bottom, elle n'est pas extrêmement haute, mais elle nous donne déjà un petit peu une idée. Sous-entendu, on pourrait ici être dans quelque chose qui va se développer à minima jusqu'au 30 298, donc 30 300, venir chercher, vous le voyez ici, le pic qui est là. Pour l'instant, voilà ce qu'on peut dire. On suit peut-être potentiellement cette trend en 5 minutes pour venir chercher ce niveau-là. Ici, on a des bons niveaux de scalping. Bon, maintenant, prendre un mouvement de 70 $, je ne suis pas extrêmement fan. Il aurait peut-être fallu plutôt le prendre au retest ici. Ça reste un mouvement de 100 $. On n'est pas dans une volatilité non plus extrême. Ici, on a délivré vers le bas aujourd'hui parce que je crois qu'il y a eu un FUD sur True USD, si je ne me trompe pas. Donc, on va ici, après, derrière, aller regarder un petit peu les news. Mais vous voyez ici que vous avez un petit peu une idée. Personnellement, on peut voir éventuellement ici un niveau de rejet dans les 30 251 qui, si jamais il casse, mais en 1 minute, sincèrement, on aura peut-être pas ici les meilleurs stats, les meilleurs endroits, enfin les meilleurs taux de réussite pour voilà. Ce qu'on va regarder ici, c'est surtout comment se forme le bruit et quelles est tout simplement les informations que nous donne le bruit du 1 minute. Pour moi, le 1 minute, ça reste du bruit. Il y a énormément de volatilité. Vous pouvez même ici analyser des bougies si vous le voulez de 30 secondes, mais malheureusement dans les mouvements de prix qu'on va chercher, vous comprenez ici que si jamais on tradait le 1 minute ou le 5 minutes, on irait chercher finalement des choses qui ressemble à du bruit et qui serait avec une volatilité assez forte. Personnellement, j'ai tendance à essayer de trader à minima du 1 heure. Voilà pour la méthode. Vous voyez ici que du coup, on se retrouve avec une charte qui est pas non plus trop chargée. On va repasser sur le 4 heures pour avoir une vision d'ensemble. Hop, on se retrouve avec une charte qui n'est pas non plus extrêmement chargée, mais on a des critères d'aide à la décision qui sont intéressants. Celle-ci est perdue, donc on peut l'enlever. Et vous voyez que ce qu'on peut éventuellement voir, on voit très bien le range, on voit éventuellement la compression. Si on arrive à casser la 15 minutes qui est celle-ci, à ce moment-là, potentiellement retour en haut du range. On pourrait bien entendu ici trouver des niveaux dans des time frames un peu plus petites. On n'a peut-être pas assez élaboré les niveaux horizontaux en 15 minutes. En tout cas, je trouve que c'est un petit peu dommage à ce stade, mais ils correspondent plutôt bien au daily ici. Et puis ici, éventuellement attaque, on voit un tout petit niveau là, mais c'est pas flag non plus. Ouais, il y a peut-être quelque chose à peu près dans cette zone. Ici, vous le voyez, l'endroit où ça repousse, mais c'est pas forcément flagrant non plus, hein, sincèrement. Voilà. Donc là, on est pas mal. On a quelque chose de plutôt clean. Si on perd bien évidemment ce niveau en 1 heure, bon ben, on peut considérer que ce qui va être attaqué, c'est des niveaux qui sont ici plus bas, puisqu'on perd également et potentiellement, malheureusement, c'est une 4 heures, donc on aura une confirmation que un petit peu plus tard, on perd éventuellement cette trend là. Sous-entendu, on part pour une prise de liquidité sous la structure et un retest de la 4 heures qui est ici. Encore une fois, je vous ai déjà élaboré ici les scénarios potentiels et les critères d'aide à la décision graphique. On va voir comment tout ça se met en place et on va passer sur l'analyse d'Ethereum. Ethereum contre BTC, bon, vous voyez qu'on est peut-être ici dans un bear flag, en tout cas on est sur du 15 minutes, on va regarder un petit peu la tronche du 4 heures. Tronche du 4 heures qui ne doit pas perdre là pour le coup le niveau des 0,061, sinon c'est direction les 0,058. Donc Ether BTC qui est en ce moment en train de stopper un petit peu sa descente, mais il n'arrive pas, vous le voyez, à éclater cette trend là. Pour le moment, ça continue à descendre dans le long. Donc la compression ici sur Ether BTC, elle est relativement simple, elle se fait entre cette trend et ce niveau. Est-ce que ce niveau peut attaquer cette trend? Oui, en général, on a plutôt un niveau qui attaque une trend qu'une trend qui attaque un niveau. Les niveaux sont en général plus, on va dire, plus forts que les trends, mais on va voir ici comment ça joue dans ce sens-là. Ether contre dollar 1855, structure relativement baissière. Est-ce que ça ressemble éventuellement à un bull flag? Bon, ben on voit qu'on est venu prendre la liquidité ici en dessous. Ici, on a eu cette espèce de range qui n'a pas voulu péter en haut. Ici, on perd le niveau du bas. Donc, le niveau du bas, celui-ci, je pense qu'en 1 heure, il est perdu. On va aller regarder ça.
On va quand même le garder, oui, il est perdu en 1 heure. On va quand même le garder sur la chart. On va regarder s'il peut passer du coup comme un niveau 4 heures. Il est perdu également en 4 heures. Et pour le moment, on est au retest. Vous le voyez, c'est je pense qu'on en avait déjà parlé hier. On est au retest de cette trend-ci. D'accord ? On n'est pas exempt du fait que Ether vienne éventuellement chercher plus bas pour nous donner éventuellement cette épaule, tête-épaule, ou tout simplement des vis et perdre totalement de sa valeur par rapport à BTC. C'est une possibilité, c'est pas du tout même ma possibilité privilégiée à ce stade, mais tout est possible. Ether dominance, on en a déjà pas mal parlé hier, donc on va passer là-dessus, on va faire le total 3 et on va faire également, bien sûr, la stablecoin dominance. Total 3 c'est pareil, on est entre ce niveau qui ressemble un petit peu à rien, enfin disons que c'est un niveau qui est vraiment un peu fébrile, sous-entendu on refuse d'attaquer le petit V qui est ici, et puis là on a un niveau qui n'est pas un niveau 4 heures, vous le voyez ici, il n'y a pas de bougie blanche entre les deux, ce qu'on va chercher c'est plus ou moins quand même une bougie de temporisation, ouais là on avait délivré très vite sur les alts, c'était en juin, et c'était tout simplement le dernier mouvement, sous-entendu l'attaque sur de la SEC sur Binance. Il faudra vraiment ici aller chercher des niveaux beaucoup plus faibles, même le 5 minutes, je sais même pas si on a quelque chose ici en termes de niveau. Je peux pas aller trop en arrière là-dessus. Bon c'est pas grave. Vous voyez ici que, en tout cas, on rebondit un petit peu au milieu de rien. Ça semble tenir pour le moment, donc on va essayer de voir si ça pourrait éventuellement tenir. Donc on va avoir quelque chose qui se trouve à peu près par là pour moi. Voilà. Ça semble tenir pour le moment. On va voir ici encore une fois comment ça se goupille. Est-ce qu'on a éventuellement des configurations graphiques ici ? On a cette petite trend là, qui est une distribution qui n'a pas voulu casser non plus. On va y arriver. Voilà. Sur le total 3, ici, vous voyez que tac, 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 on enclenche. Ici, on est en 15 minutes, donc je considère pas que le niveau a été perdu. Il est peut-être potentiellement dans une time frame un peu plus grosse. En tout cas, il va falloir que ça se bouge un petit peu que ça se bouge un petit peu ici du côté des alt 3, puisqu'on est vraiment sur des niveaux quasi inférieurs au support. Donc voilà pour le total 3. Ensuite on va aller voir la stablecoin dominance qu'on va regarder comme ça et on va la regarder en 1 heure, ça sera bien. Alors stablecoin dominance, vous voyez qu'on est remonté, on est peut-être sur un point où éventuellement ça pourrait rejeter, ou en tout cas ça a rejeté par le passé. Par contre si ça passe, attention, si ça passe, ça veut dire que on a une trend ici qui est, sous-entendu, ça c'est un peu notre petit bull run actuel, on va dire. Ici, vous le voyez, on est au 14 juin, ou en tout cas, le fait que la stablecoin dominance est acceptée de corriger depuis désormais à peu près 2 semaines. Et ça, c'est plutôt une bonne chose, bien évidemment, sur les cryptos. Ici, on trouve support dans la zone. Pour le moment, ça ressemble peut-être à un bear flag. C'est un petit peu la structure inversée que ce que vous avez sur Bitcoin. Ce qu'on veut, c'est bien évidemment dégager de ça par le bas sur la stablecoin dominance. Pour le moment, donc, on peut accepter éventuellement. Là, encore une fois, si je vous mets la parallèle, on va peut-être le faire avec une droite, ça sera plus propre. On va peut-être faire comme ça. On va faire les choses proprement. Si jamais ici, et là vous avez aussi des critères à la décision qui sont relativement propres, alors c'est pas extrêmement propre non plus de ce côté-là, mais bon c'est pas grave, on va quand même se mettre à peu près comme ça. Ici on peut accepter éventuellement un retour de la stablecoin dominance quasiment jusqu'à ce point-là, un retest de la trend, en fait finalement un retour de la stablecoin dominance sur la journée qui nous ramènerait aux 11 et quelques %. Malheureusement, j'ai pas les décimales ici, j'ai jamais réussi à les mettre, je sais pas pourquoi. Mais c'est pas grave, et en l'occurrence, voilà, ça voudrait dire sur BTC et tout le reste, revenir retester le flag. La différence ici entre BTC, c'est que BTC, il est déjà à l'extérieur plus ou moins de son flag, il est en train de le retester, il est en train de faire comme ça, c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure, si jamais c'est un flag, encore une fois, et par contre, sur la market cap totale, on est plutôt toujours encore et encore dans ce flag. On a le sentiment également qu'Ethereum est un petit peu à la bourre sur BTC, donc c'est un petit peu la même chose ici derrière. Concrètement, voilà. Alors, il y a plusieurs choses ici qu'on pourrait voir. Soit c'était effectivement pas un flag, soit c'est un flag qui vient de retester 2 fois, ce qui n'est pas impossible. Sous-entendu, vous le voyez ici,
Cassure du flag, on a eu quand même notre petite accélération ici, on refuse de venir péter ce plus haut, on redescend vers le bas, on reteste une première fois ici, on reteste une deuxième fois là, et puis là, ça pourrait éventuellement venir chercher à minima le haut du flag. Bon, est-ce qu'on va revenir tester le support d'en dessous? C'est un petit peu la question ici. Est-ce qu'on va le tenir? Si jamais on vient le retester, est-ce que ça va tenir? Bien évidemment, c'est ce que je vous ai expliqué par rapport à la trend 4 heures qui est ici et la daily qui est en dessous. Ou alors tout simplement, est-ce que ici, on fait confiance au chartisme entre guillemets sur la 1 heure qui éventuellement pourrait nous dire que ce niveau-là, mais qui malheureusement est descendant, donc du coup ça nous donne éventuellement des plus bas. Ici actuellement, on nettoie les longues à court terme, c'est-à-dire ceux qui étaient rentrés un peu tard sur ce mouvement ou tout simplement pendant la cassure. Hein. L'objectif d'un retest, c'est ceux qui sont rentrés sur le flag à la cassure, eh bien, de revenir les sortir avant éventuellement de faire le mouvement haussier. Donc c'est aussi la psychologie d'un retest que vous voyez ici. Là où c'est intéressant, c'est que IBLC et surtout GBTC, donc ça marque un retour éventuel des institutionnels quand même sur le marché. On voit aussi quand même que GBTC est sur résistance ici. Est-ce que ça correspond à quelque chose ici? Bon, bah, globalement, on est à peu près sur les niveaux de Bitcoin, très légèrement plus haut. En tout cas, GBTC qui nous a fait un plus 7-10%. Pourquoi? Parce que très bonne narration de l'ETF BlackRock. Si l'ETF BlackRock est accepté, il y a des très bonnes chances que Grayscale gagne son procès contre la SEC. Grayscale est en procès contre la SEC en train de lui dire « Bon, vous refusez depuis X temps de nous permettre de nous transformer, de transformer notre trust en ETF spot, vous refusez de le faire, donc on vous attaque, on ne comprend pas pourquoi, et on estime que vous êtes ici dans une forme d'abus de pouvoir. Si on accepte et comprenez que BlackRock c'est 576 demandes d'ETF déposées et 575 acceptées, donc on a quand même des très bonnes chances ici que l'ETF BlackRock soit accepté. On a aussi Fidelity qui va poser sa candidature pour un ETF au spot, donc il y a un gros pavé dans la mare là en ce moment qui est en train de se faire, et bien évidemment GBTC en profite, beaucoup de gens qui veulent profiter éventuellement de ce discount puisque le GBTC est actuellement moins cher que le BTC. Si jamais le BTC était transformé en ETF spot, à ce moment-là, ça donnerait des très bonnes chances à ceux qui ont joué ce discount d'empocher une superbe plus-value quasi non risquée. C'est-à-dire qu'il y a un trade en ce moment qui est potentiellement en train de se mettre en place, et l'idée de ce trade, c'est tout simplement j'achète du GBTC en attendant que Grayscale passe en ETF spot, auquel cas j'aurai des droits sur un BTC entier, alors que en ce moment, le discount est beaucoup plus important. Je pense que Grayscale, il est juste là. Vous le voyez ici, alors on va rafraîchir quand même pour avoir le bon discount. Le discount, il est à moins 30%. Vous diminuez votre risque en achetant du BTC de 30%, et éventuellement sur de l'Ethereum à moins 45%. Donc là, il faut bien comprendre, peut-être les deux qui ont des chances, en tout cas, ça sera Bitcoin en premier, probablement que ETH sera transformé en ETF également, mais plus tard. Si aujourd'hui j'achète un GBTC, ou sous-entendu une part d'un Bitcoin, eh bien... il est sous-évalué de 30% par rapport à la valeur réelle de ce que vaut un BTC en Bitcoin. On repasse ici sur la news. Pas grand chose du côté, oui voilà, pour moi c'est ça la news du jour, c'est ça qui a peut-être un petit peu plombé ce matin BTC, en tout cas sur les 2-3 dernières heures, c'est le dépeg du True USD sur Binance US. Alors, c'est surtout un manque de liquidité qu'il peut y avoir ici, mais en fait ce qu'on a vu, et la news qui est sortie aujourd'hui, c'est que en fait, ils étaient audités par Arman Ineos, qui est le même auditeur qui auditait FTX. Donc comprenez qu'ils ont un petit peu perdu ici en légitimité ces derniers temps. Et on a appris ça aujourd'hui que voilà. Il y a aussi des histoires comme quoi ils auraient perdu des clés et qu'ils auraient essayé de cacher le fait qu'ils avaient perdu des clés, etc. On comprend aussi également que ici Binance avait plus ou moins remplacé son BUSD par du True USD. Donc du coup, ils étaient en train d'essayer de faire un petit peu ce move là. Binance qui en ce moment est un petit peu en mal de stablecoin, Binance qui n'est pas nécessairement extrêmement Tether du tout, ni même extrêmement Circle, puisque Circle appartient à Coinbase. On sent qu'il y a peut-être une petite guerre interne ici, et des choses qui se passent, mais
attention dans la zone, et surtout si vous avez du True USD, bien entendu. Et ben là pour le coup, autant j'étais très confiant sur le repeg d'autres stablecoins comme Circle et parfois Tether, mais ici sur True USD, je connais pas suffisamment l'histoire pour vous dire qu'éventuellement il y a un arbitrage à faire. On est sur Binance US aussi, hein, on est sur un endroit où il y a assez peu de liquidité en ce moment. On n'est pas sur Binance tout court, donc le dépeg est quand même moins intéressant. Ça, j'en ai parlé à l'instant. Donc, un ETF Bitcoin Spot pour Fidelity. Fidelity, c'est le 3e plus gros asset manager au monde. Vous avez globalement BlackRock, ensuite vous avez Vanguard, et après vous avez Fidelity. Fidelity qui gère énormément de fonds, de pensions, de choses comme ça, de retraite, notamment plusieurs États des États-Unis. Je saurais pas vous donner le détail, mais voilà. Ici, Prime Trust, je pense que ça a à voir également avec... Non, rien à voir. Bon, si vraiment c'est intéressant, je viendrai dire sur le discount ce qu'il en est, sur le Discord, pardon, ce qu'il en est. Voilà, mais pour le moment, rien à voir. Ici, pareil, du côté de CNBC, pas vraiment grand-chose d'intéressant. En ce moment, aujourd'hui, on aura un discours de Powell à 9h30 du matin Eastern Time. Ça va nous donner quelque chose comme 15h30 si je me trompe pas. Qu'est-ce que c'est ? Eh ben en fait, Powell parle, donc ça va probablement être une visio au niveau de la Banque Centrale Européenne. Si vous voulez, vous allez sur le site de la Réserve fédérale, vous pouvez regarder en live cette allocution. Donc c'est au Portugal, donc ça sera probablement une visio pour Powell. On va voir ce qu'il va dire. Personnellement, si je suis devant les écrans à ce moment-là, je regarderai un petit peu. Je pense pas que ça ait un impact sur le prix. Je pense pas qu'il parle trop crypto, etc. Donc on va voir ici éventuellement ce que ça peut donner. Mais voilà, je vous posterai, si j'y pense, le lien en description. Alors, les stocks qui tombent après le fait que on empêche finalement, alors je pense que c'est du côté américain, je me suis pas renseigné là-dessus, oui, US ban, ouais, les exportations de puces qui sont autour de l'intelligence artificielle en Chine. Sujet extrêmement intéressant s'il en est, les semi-conducteurs et les puces et toutes ces choses-là. Gros programme en ce moment aux États-Unis pour pousser sur Nvidia, Intel et également importer des usines de TSMC, donc taïwanaises, en Arizona, donc faire des méga trusts de création de semi-conducteurs. Il faut comprendre que la puissance de calcul d'un pays sera sa puissance de demain. C'est très important de capter ça. La Chine, au travers d'une grosse usine Huawei, je crois qu'ils ont investi 1000 milliards, si je me trompe pas. Je sais pas si c'est 100 milliards. J'ai un doute sur est-ce que c'est 100 milliards ou 1000 milliards, mais il me semble que c'est quasiment 1 trillion, mais je suis pas sûr de ça. C'est peut-être 100 milliards. A investi sur une énorme usine pour pouvoir faire des semi-conducteurs de pointe. L'Europe avait une très très belle carte à jouer puisqu'ils avaient la seule firme qui était capable de faire des machines-outils et qui était en Hollande, qui s'appelle ASML, qui était capable de graver des semi-conducteurs de pointe. Malheureusement, on a vendu cette firme qui était d'intérêt national stratégique, puisqu'on avait là la mainmise sur le monde dans son ensemble. Du côté de la Hollande, on a vendu cette firme aux Américains. Donc, tout comme on a vendu Alstom aux Américains, tout comme on a vendu, je crois que c'est Areva également, enfin toutes ces choses voilà, qui plus ou moins avaient de l'intérêt stratégique pour nos pays, ont été vendues alors que c'était des choses qui étaient de l'ordre régalien. Bref, les États-Unis du coup, en tout cas, ils ont 51% de cette firme qui est en Hollande. Le problème ici à ce stade, c'est que a priori l'Europe aura les miettes, c'est-à-dire des petites usines Intel partagées entre la France et l'Allemagne, mais en tout cas pas de gros programmes ici ni du côté de la France ni du côté de l'Allemagne, pas de gros programmes internes pour produire ses propres puces, malgré le fait qu'on a en Hollande la seule usine qui est capable de faire les machines-outils qui sont capables de graver des semi-conducteurs de pointe. Donc, il reste peu de temps, de toute façon, avant que les Chinois ne soient capables de le faire. Ils sont en ce moment, puisque
Ces machines-outils sont désormais interdites d'importation en Chine. Donc les Chinois se retrouvent avec une problématique qui est celle de dire, bon, on n'a pas le droit d'importer les machines-outils, on va donc du coup ici, et c'est d'intérêt national, les copier. Malheureusement, ça coûte très cher, bien évidemment, d'essayer d'aller faire ces machines-outils-là. Et donc du coup, on se retrouve avec des Chinois qui mettent, encore une fois, je me rappelle plus si c'est 100 milliards ou 1000 milliards, mais qui petit à petit arrivent à graver des semi-conducteurs de plus en plus pointus. Donc la puissance de calcul d'un pays sera à terme sa puissance, on le comprend avec tout ce qui est intelligence artificielle, on le comprend également avec, je pense même à mon avis qu'à un moment donné, la puissance de calcul des gens sera une estimation de leur richesse. Je pense qu'un jour on ne calculera plus en dollars votre richesse ou en euros, on la calculera en gigaoctets de puissance de calcul, en terahash, que sais-je, voilà, dans la possibilité que vous avez chez vous et quelle est la puissance tout simplement de votre machine, de votre ordinateur à la maison. C'est mon avis, ça vaut ce que ça vaut. Après, ici, qu'est-ce qu'on a liquidé hier? Donc on passe aux liquidations. On a liquidé 92 millions, donc c'est une journée plutôt importante sans plus, à peu près la moitié sur Bitcoin, Ethereum, et on voit, voilà, bon, à peu près les coins un peu habituels du moment qui sont dans la zone. Intéressant sur le carnet d'ordre, on commence à avoir de l'ordre d'achat ici. Donc ça devrait être assez difficile, en tout cas il va falloir un sacré momentum pour traverser la zone des 30 000. Elle commence à être éventuellement très légèrement protégée, un peu plus que par le passé, vous le voyez ici, hein, où on avait assez peu d'ordre. Là finalement, bon alors est-ce que c'est du spoofing ou pas? Je pense pas, parce qu'on est très proche du prix ici. En général le spoofing, ça se fait plutôt dans des zones comme celle-ci, où on est quand même un petit peu loin du prix, sous-entendu vous avez la possibilité d'enlever vos ordres si jamais on y va. Sur les marchés en levier, qu'est-ce qui s'est passé? On a pris ici les deux bornes internes, on va dire, celles qu'on avait mises en avant sur Bitcoin. Comment ça s'est comporté à partir de là? Et bien là, vous le voyez, j'ai une augmentation du prix, mais une baisse du funding. Ça veut dire tout simplement que ici, le top est shorté. Okay. Là, il y a une anomalie qui est intéressante. Ensuite, ça reprend à peu près son cours normal, en tout cas au moins jusque là. Et ici, par contre, j'ai été longué. Vous le voyez, on a un prix qui remonte effectivement. Là, ça redescend alors que le prix latéralise plus ou moins. On a ici potentiellement aussi un petit peu de short sur cette zone-là. Et vous voyez même que le funding passe en zone négative jusqu'au 0,081. Donc on a une borne haute ici, vous le voyez, de 0,096, globalement 0,01, et 0,08 en bas. Et là tout de suite on re-leverage, donc ça veut dire qu'on avait été fortement longué sur toute cette structure de descente là. Le mouvement s'est auto-alimenté à la descente, ici, et donc du coup ça nous a donné, en fait, au fur et à mesure qu'on descend dans cette zone, et en fait finalement on est longué. Donc où est-ce qu'on en est maintenant? Vous voyez qu'on a du coup enclenché du short au-dessus de la structure, et vous voyez que est-ce qu'on a trouvé bottom ici dans la zone? En tout cas sur la liquidité, pas forcément, mais par contre vous le voyez que sur toute la structure on a énormément sorti du long au fur et à mesure qu'on les sortait. Donc qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un point bas, une anomalie en haut, une anomalie en bas. Qu'est-ce que ça peut vouloir me dire? Ça sous-entend que peut-être le niveau actuel est également à prendre. J'essaye de nettoyer ici la charte, c'est-à-dire ici j'ai quand même une anomalie qui me dit attention, ici on monte mais le funding descend, on est shorté, ici on descend mais le funding monte, on est longué. Mais beaucoup de fermeture de contrat dans cette fermeture. Là j'ai plutôt de l'augmentation, sous-entendu il est peut-être possible qu'on ait enclenché un petit peu de short sur ce mouvement, plus que de long. On va voir sur les poches de liquidité si ça va dans le sens de ce que je dis. Mais c'est une possibilité. Et ici sur Ether aussi, c'est plutôt propre, on va dire ça comme ça. On est venu d'abord visiter la borne haute et ensuite on est venu visiter la borne basse. Ici on s'est construit sur du short, en tout cas au moins jusque là. Ensuite à partir de là on se construit sur du long, donc pour le coup Ether qui suit à peu près, le funding qui suit à peu près son mouvement. Et là par contre j'ai effectivement une anomalie à minima jusque là.
C'est ça. À minima jusqu'ici, donc ce point-là a été longué, il a peut-être été chassé là juste à l'instant. On va quand même, pour pas se mentir, ici mettre un point en trétillé, c'est-à-dire qu'il y a forcément des longues résiduelles. Vous le voyez ici d'ailleurs sur l'augmentation de l'open interest avec une augmentation du funding. Bon là c'est plutôt normal, et ici par contre j'ai une forte augmentation de l'open interest, vous le voyez. Ici, Open Interest, le nombre de contrats en circulation, par contre, j'ai une diminution du funding qui diminue lui-même avec le prix. Donc, globalement, on peut estimer qu'il y a un tout petit point de short ici, mais il est également en trétillé. Est-ce qu'on a du short en haut de la structure ? Là, ici, vous le voyez, on était plutôt shorté là, mais le mouvement est fait, on ne peut pas vraiment dire ça. Donc, si éventuellement il y avait quelque chose à mettre, ça serait quelque chose qui serait là. Et il serait également en trétillé, mais bien sûr en bleu, puisque c'est un point de shorter. Voilà, pas grand chose à dire sur Ether. On est toujours bloqué un peu dans ce range interminable sur Ethereum. Donc du coup, pour l'instant, on ne dit rien. On fait ici le run pour la partie. Vous voyez, d'une certaine manière, ce qu'on voit, c'est qu'il y a assez peu d'intérêt en ce moment sur la crypto. En tout cas, pas d'intérêt en plus sur les 5 derniers jours. Voilà, c'est ça que je veux dire. Il y a pas mal d'open interest d'ouvert, mais sur les 5 derniers jours, pas beaucoup d'intérêt en plus. Les choses sont faites par les grosses positions. Ici, on voit une grosse position qui s'est ouverte, elle a tout de suite été mangée. Ici, on voit une grosse position qui s'ouvre et ça nous fait trouver le bottom et on vient manger cette position. Ici, on redescend, on voit une nouvelle position qui s'ouvre et on vient la chercher. Vous voyez ici que ce qu'il nous faut, en fait, c'est une énorme position. Alors, le grand gagnant, c'est lui, hein, 31 477 ici. Vous le voyez, quelqu'un qui a ouvert une position à 286 millions de dollars et qui a probablement peut-être déjà pris profit. En tout cas, on voit qu'on est passé en négatif sur le cumulatif volume delta. Il y a plus de shorters désormais que de longueurs à hauteur de 5 milliards sur les 5 derniers jours. Est-ce qu'ils ont déjà pris profit ou pas ? C'est quelque chose qu'on peut voir effectivement sur le funding. On n'est pas sur un funding qui est passé négatif. Sous-entendu, il y a quand même ici une partie de ces longueurs qui ont pris profit. Donc attention, ça ne veut pas dire ici que le prix repart à la hausse. Ça va être la demande au spot qui pour moi va vraiment donner le ton. Ici c'est pareil, on voit les grosses positions, celle-ci est plombée, si on est sur du x100, celle-ci a déjà été sortie, celle-ci est sortie également. Est-ce qu'on a un grand gagnant sur Ethereum ? Non, on peut pas vraiment dire ça à ce stade. Si lui c'est un x100, il est déjà sorti. Vous comprenez qu'à chaque fois il y a 3 bulles, c'est est-ce que ce mec-là est rentré en x25, en x50 ou en x100, puisque bien entendu... iBlock ne le sait pas, c'est pour ça qu'il calcule une position, en fonction, il voit une variation du funding, en fonction de ça, il calcule une position qu'il détermine être potentiellement un x50. Mais en montrant les 3 billes, la première bille c'est le x100, c'est le vert foncé, la deuxième bille c'est le x50 et la troisième c'est le x25. Ici 2,34 milliards sur Ethereum en position leveragée au-dessus du prix. On voit peut-être potentiellement un peu d'upside encore pour Ethereum, en tout cas autour des 1860. Pas des très grosses positions ici sur le top qui ont été posées. Vous voyez que c'est plutôt de la petite position. Si on devait venir chercher le vert foncé, eh bien vous le voyez ici, Ethereum qui pourrait retaper les 2000 $. Si on devait venir chercher le orange, vous le voyez ici, vous le voyez sur le côté, les zones qui n'ont pas été bouffées, et bien à ce moment-là, Ethereum qui pourrait venir chercher sous les 1815, 1820. On continue sur les poches de liquidité. Hop, la 12 heures, on va peut-être arrêter de la faire, la 12 heures, parce que je trouve qu'elle manque un peu d'intérêt, mais c'est pas grave, au moins on a quelque chose quand même, au moins sur le sentiment très proche, plus de short que de long sur Bitcoin. Ça va dans le sens un petit peu de ce qu'on disait tout à l'heure, en disant peut-être qu'on a enclenché plus de short que de long sur la petite structure. Sur la One Week, sur la 1 semaine, la plus intéressante en ce qui me concerne, vous voyez que Bitcoin nous dit attention, j'ai forcé ici dans ma zone, ça fait quelques jours qu'on traîne un peu dans le coin et donc du coup petit à petit des longueurs se sont installées avec des prix de liquidation qui vont à peu près jusqu'aux 29 000 $, potentiellement 28,5. Donc on a une poche de liquidité qui est assez proche du prix ici et rarement la 7 jours ment entre guillemets et par contre à l'inverse on a une poche de liquidité qui est autour des 32 ici et peut-être potentiellement quelque chose qui est en train de se construire pour aller jusqu'à 34 maintenant. Étant donné qu'on n'a pas ce mouvement impulsif qu'on voudrait avoir, cette espèce de push vers le haut, et bien finalement là ici, vous le voyez sur le 1 mois d'ailleurs, petit à petit on est en train d'enclencher de plus en plus de trucs à prendre en dessous des 24 également, et sur le 1 mois ça fait depuis le 21 juin que désormais on est passé dans le orange de ce côté-là, et vous voyez qu'en général les zones de orange on a tendance à les revisiter. Malheureusement ici dans la zone des 31,8 on n'est pas encore dans le jaune-orange.
Ensuite, ici sur Ether, et pardon, c'est la 12 heures que je voulais. Sur Ether, beaucoup plus de short que de long également, donc ça peut se comprendre, on l'a vu aussi quand on a regardé les poches de liquidité, etc. Sur la 7 jours sur Ether, passer sous les 1800 correspondrait à faire une très belle prise de liquidité en bas, et ensuite remonter au-delà des 2000 correspondrait. Alors vous dire qui va arriver en premier avant l'autre, c'est quelque chose qu'on va voir ensemble après peut-être dans la conclue. Et sur la 1 mois, sur Ether, on voit qu'Ether a un short squeeze à faire au 2100, c'est clair et net, pour l'instant il ne le fait pas, il reste stable dans son espèce de range interminable, contrairement à Bitcoin qui a fait son push ici, Bitcoin il est quand même peut-être quelque part plutôt autour des 2000, oui voilà ça, autour des 2000, et il a peut-être un dernier petit truc à prendre en haut. Eh bien Ether ne veut pas le faire. Est-ce que tous ces mecs là ont pris profit Le funding sur Ether, vous voyez qu'il est à peu près reset, il est à peu près neutre. Voilà, c'est difficile ici d'avoir une réelle appréciation de est-ce que tout a été pris ou pas. Je ne pense pas, il y a bien sûr toujours du résiduel, surtout sur les shorts. En général, les shorts, vous avez des shorts de couverture, quelqu'un qui se dit j'achète de l'Ethereum et en même temps je short Ethereum, comme ça, quelle que soit la direction, vu que j'ai une indécision en ce moment, eh bien je serai couvert. On va parler des options parce qu'on a une grosse clôture d'options dans 2 jours. Les options, comment ça marche? Est-ce qu'on fait un point assez long là-dessus? Oui, on fait ce qu'on veut de toute façon, donc voilà. Concrètement, les options, comment ça fonctionne? Ça avait été fait à l'époque. Imaginez que vous êtes, je sais pas, boulanger. Vous voulez produire du pain et on vous fait une commande de 20 000 croissants, mais pour dans un an. 100 000 croissants pendant un an. D'un coup, on demande, l'État veut offrir des croissants à tout le monde et on vous demande 100 000 croissants dans un an. Le problème que vous allez avoir, c'est que vous allez devoir acheter de la farine, mais dans un an. Vous allez devoir faire un devis maintenant, mais vous allez devoir acheter de la farine que dans un an. Et le prix de la farine peut bouger énormément. Donc du coup, vous allez pouvoir avoir ce magnifique système de marché qui est de dire... Je prends une assurance au cas où le prix augmente. Ça s'appelle un call. Je prends cette assurance-là et sous-entendu... je pourrais quand même payer au prix actuel, ça s'appelle un put du coup, puisque vous jouez à la baisse, ou en tout cas le fait que la farine reste à son prix actuel, et donc du coup je prends cette assurance qui fait que je pourrais exercer mon option dans un an du fait que le prix restera à son prix. Donc c'est un mécanisme de marché qui au départ était une forme d'assurance qui garantissait de se prémunir d'une volatilité sur un marché, et aujourd'hui c'est toujours le cas. Sous-entendu, vous avez beaucoup de gens qui vont jouer tout simplement les options comme étant une assurance de leur propre portefeuille. Ça c'était quelque chose qu'il fallait que je voulais vraiment mettre en avant. La grosse option, et les options souvent elles sont trimestrielles, semestrielles et puis annuelles. Donc on a des très grosses options en général au 31 décembre et bien entendu au 30 juin, mi-année, options semestrielles. C'est pour ça, vous le voyez ici, qu'en termes d'open interest sur les options, en général les options trimestrielles et semestrielles, on voit ici, je pense que c'est celle de septembre, oui, octobre, novembre, décembre, c'est ça, qui a plus d'intérêt que les autres, et bien entendu celle de juin qui se clôture après-demain, qui à ce stade a une valeur de à peu près 5 milliards de dollars d'expiration. Qu'est-ce qu'on voit ici sous les yeux? Vous voyez qu'on n'a pas un sourire. Assez souvent, on a un sourire sur les options, c'est-à-dire cette espèce de courbe, beaucoup de call d'un côté, beaucoup de put de l'autre. Ici, on a des options qui sont, entre guillemets, extrêmement optimistes. Beaucoup plus de call que de put. On voit d'ailleurs que le ratio est à 0,56. Sous-entendu, 2 fois plus de call que de put. Un demi, 1 sur 2, d'accord? 2 calls pour 1 put. Donc beaucoup de gens qui ont joué sur les options Bitcoin à la hausse. Pourquoi ça? Parce que peut-être déjà... Il y a des gens qui vont utiliser ce mécanisme non pas comme une assurance, mais plutôt comme un système pour exercer une option et avoir du Bitcoin moins cher, entre guillemets. Et puis également, vous avez des gens qui je vous ai parlé tout à l'heure des shorts de couverture, vous allez aussi avoir des gens qui vont l'utiliser comme une assurance. Donc sous-entendu, ça veut peut-être dire que beaucoup ont ouvert un short et que au cas où Bitcoin ne soit pas dans la zone, etc., derrière, ils couvrent dans l'autre sens. Ou en tout cas, peut-être vouloir dire que oui, c'est peut-être vous avez ici tous les mécanismes possibles, en tout cas beaucoup plus de put que de call. Ça, c'est intéressant à regarder. Ça veut dire que peut-être potentiellement, il va falloir
corriger tous ces mecs-là. On les corrige en grande partie, vous voyez que la grande partie des puts ici, ils sont à peu près à 30 000. Est-ce que ça voudrait dire que les options, ceux qui mettent les options sur le marché vont jouer le max pain price? Le max pain price, vous voyez qu'il est à 26 000. Je ne pense pas, parce que finalement ici, vous le voyez, on n'a pas non plus des... Ça coûterait très cher de faire descendre le prix de BTC de 4 000 $, encore que c'est peut-être possible. Hein. Mais en tout cas, on n'a rien avant ici cette grosse expiration qui est les 30 000. Si jamais on clôture au-delà de 30 000 vendredi, après-demain, à ce moment-là, ces mecs-là vont gagner à peu près 1 milliard play call, market value, oui c'est ça, 4 millions de $, ici, ne serait-ce que sur ce spike-là. Donc est-ce que ça peut être intéressant? On sait qu'il faut à peu près une dizaine de millions pour bouger le prix de 1 000 $. Ça va dépendre, hein, encore une fois, du sentiment. On regarde ici que du sentiment, d'ailleurs. Hein. Si vous regardez, qu'est-ce qu'on regarde quand je vous dis fondamental, c'est du sentiment. Quel est le sentiment de la presse, plus ou moins? Quelles sont aussi les informations? Quelles sont les informations qui peuvent manipuler le sentiment? Quand je regarde le sentiment, donc les liquidités, est-ce que le marché est shorté ou longé? Je regarde également du sentiment. Et quand je regarde le prix, c'est une analyse, c'est un indicateur de sentiment, puisque le prix est une résultante d'une conviction de déséquilibre entre l'offre et la demande, tout simplement. Donc sentiment, sentiment, sentiment. Ici, sentiment, soit il est plutôt bon, ça sous-entend qu'on a un bon sentiment puisqu'on a énormément de puts, peut-être trop. Donc là, ici, il faut comprendre le côté couteau à double tranchant, c'est-à-dire est-ce qu'on n'est pas ici trop confiant et est-ce que ceux qui mettent les options sur le marché sur Deribit n'ont pas intérêt à pousser ici sur les 2 prochains jours le prix vers le bas ou en tout cas à le tenir sous les 30 000 $. Pour le moment, si je regarde le prix, il y a une forme de cohésion dans ce qu'on regarde, c'est-à-dire effectivement, on a tendance ici à essayer de venir chercher sous les 30 000 $ depuis désormais plusieurs jours. En tout cas, ça fait quelques semaines, ça fait une semaine ou deux. Ça fait depuis le 23 juin, ça fait 5 jours qu'on essaye ici de quand même rester dessous. Et ici, ce rejet également, tentative de réintégration, etc. On peut imaginer ici que 29,7. Parfois, vous avez également, et c'est là que c'est difficile de lire des options, des mecs qui ont tellement de pognon, ici notamment sur cette option par exemple aux 4 millions, qu'en même temps ils achètent du BTC au spot pour faire monter le prix. Alors généralement c'est sur des plus gros spikes que ça, hein. Généralement quand ça se passe comme ça, c'est assez douteux. Sous-entendu, vous avez effectivement, déjà il faut qu'il y ait très peu de monde sur le marché, en ce moment on a quand même un petit peu d'open interest. C'est pas énorme, mais on a quand même un petit peu d'open interest. Et voilà, il faut ici que derrière, le mec ait le pognon pour aller chercher son niveau d'option. Pour 4 millions, je pense pas que ça soit le cas. Mais quand on a des beaucoup plus importants niveaux, à ce moment-là, ça peut éventuellement être le cas. Donc tout ça pour dire, attention ici, on pourrait avoir une force en plus qui essaye de tenir le prix, et cette clôture semestrielle d'options est importante, qui essaye de faire clôturer le prix en deçà des 30 000 $. Voilà, je pense que je pense que ça y est, j'ai terminé un petit peu cette vidéo. On va pas aller faire les plus petites time frames puisqu'elles ont déjà été gérées. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire, mettre un pouce bleu parce que c'est important. Alors personnellement, j'ai pas vraiment donné mon avis ici sur la structure. Moi, ce qui s'est passé, c'est que en fait, j'ai eu un petit doute à un moment donné sur est-ce qu'on viendrait pas faire un tour sous la structure. Donc personnellement, j'ai suivi cette trend. Il y a des moments où quand je sais pas trop quoi faire, tout simplement, je me dis bon je monte mon stop tout au long de cette trend. Donc malheureusement ici, je suis sorti de trade et ensuite, je ne suis pas pour le moment encore re-rentré. Néanmoins, je pense que ça peut être intéressant de re-rentrer, éventuellement si on pète tout simplement, et je pense qu'on l'a mise en avant tout à l'heure, oui c'est ça. Si on tient ici le niveau 1 heure et si on pète éventuellement cette 15 minutes, on peut estimer que à minima on viendra ici revenir dans le haut du range. Est-ce que c'est nécessairement ce que je vais jouer ou pas? Est-ce que je vais attendre qu'on pète ce niveau-là pour éventuellement tenter un retest et repartir? Je sais pas encore, hein, à vrai dire, pour le moment je sais pas. Je suis très content de mon mois, donc du coup j'ai pas forcément ici... voilà, il y a quand même des niveaux intéressants pour hausser.
Et les niveaux intéressants, ils sont à peu près actuels. Sous-entendu, on est quand même sur cette trend ici. On a ici une réaction sur cette trend. Maintenant, il faudrait casser cette zone un peu distributive. Il faudrait voir si on n'a pas, dans des plus petites time frames, éventuellement un biseau. Alors, c'est pas propre, non, pour moi, il n'y est pas encore. Donc, peut-être quelque chose comme ça. Voilà. Essayez de peut-être voir un peu le dénouement et puis éventuellement rentrer en fonction de ça. En tout cas, personnellement, c'est mon credo sur le moment. Peut-être également ici tenter des trades sur des plus petites time frames, c'est pour ça que je suis énormément descendu dans les time frames. Des plus petites time frames, éventuellement les rentabiliser assez vite et après laisser courir un runner sans forcément ici aller chercher non plus midi à 14h, mais essayer de rentabiliser assez vite des trades pour ensuite venir chercher ce niveau-là dans un premier temps. Éventuellement, vous voyez qu'on a, si on pousse ce niveau, on a une chance d'accélérer aussi, et derrière, si on pousse également ce niveau-là, on a une chance d'accélérer. Sous-entendu, ici, j'ai pas mal de stop shorter et je vous l'ai montré dans la liquidité. Ici, j'ai pas mal de stop shorter également, et là, on est en train de travailler les stop shorters qui étaient un petit peu en retard, qui étaient ceux-là. Donc sur la petite structure qui est là, éventuellement je pense qu'il y a quelque chose à faire. Derrière, si j'attaque tout ça, peut-être que je peux attaquer les stop shorters qui ici n'ont pas été pris. Là vous voyez qu'on en avait corrigé une partie et là bien sûr on en a corrigé quand même une grande partie. C'est pour ça que le prix a commencé à temporiser, parce que tout simplement tous les stop shorters qui avaient été pris dans cette zone, en l'occurrence celui-ci, celui-ci et celui-là avaient été pris. Derrière, trop bon sentiment, donc on dégage vers le bas. Donc je pense toujours qu'on peut casser ce range vers le haut, et je pense toujours qu'on peut également revenir chercher le haut de ce niveau-là, et même potentiellement les 34 000 $. Cela dit, est-ce qu'avant ça, on n'a pas besoin de revenir retester une nouvelle fois la trend, ce qui nous permettrait quasiment d'aller sous la structure. Pour le moment, au plus on avance dans le temps ici, au plus vous voyez qu'il va falloir mécher sous la trend pour complètement aller sous la structure. Ici, j'ai du stop longueur, ici j'en ai aussi, qui n'a pas été pris, vous le voyez ici, on est là, et puis la seule chose qu'on a pris, c'est globalement tout ce qui se trouvait là. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'à partir de là, étant donné qu'on a pris tout ce qui se trouvait là, vous comprenez que c'était le but de ce mouvement-là, en termes de stop longueur, et on a mis les mecs qui avaient aussi acheté ici... dans ces zones-là, on les a mis un petit peu sous l'eau, achetés au spot, j'entends. Est-ce que là, on n'est pas prêt pour dégager? Sous l'eau, ça veut dire on les fait revendre plus bas. Est-ce qu'on n'est pas prêt ici pour dégager vers le haut? Je ne sais pas. Je resterai quand même plutôt haussier, au sens tant qu'on tient pour moi le niveau qui est celui-ci, qui est un niveau majeur, voilà, on est haussier. Et idem... pour moi, d'une certaine manière, tant qu'on tient presque les 25 200 $, on reste haussier. Là, ça dépend des time frames, ça dépend de ce que vous jouez, ça dépend de ce que vous avez envie de faire. Là, on voit peut-être une légère petite accélération. On va voir ce que ça dit. En tout cas, vous voyez ici, donc cette 5 minutes qu'on avait mis en avant tout à l'heure, on va regarder si elle tient. Non, on est passé légèrement en dessous. Bon, on l'avait mise un petit peu trop vite. On l'avait mise assez rapidement même. Hop, pardon. Ici. Donc là, on a à peu près la traîne du mouvement. 1, 2, 3. On revient tester ça. Alors, on pourrait peut-être l'affiner en 1 minute, justement. Non, même pas. Non, c'était bien. C'était bien comme ça. Donc voilà, vous avez la traîne du mouvement. Vous avez ici également cette structure qui est éventuellement en train de se mettre en place. Pour le moment, on a fermé ce petit gap là. Et c'était le trade dont éventuellement je vous parlais tout à l'heure en time frame 1 minute. On a parlé des 33. Vous voyez que ça s'est bien passé. Enfin, en tout cas, sur ce niveau-là, à minima, on voit qu'il y a une accélération au 3269 au moment où c'est cassé. Pourquoi? Parce qu'on avait mis en avant, je vous le rappelle tout à l'heure, un espèce de double bottom là qui était dans la zone et on avait dit, tiens, ça peut aller à 33. Voilà, on va regarder comment ça se précise, comment ça se fait de ce côté-là. En tout cas, pour moi, ici, il y a quelque chose éventuellement. Si jamais on la passe, il y a une belle accélération à jouer. Et voilà pour mon analyse du moment. Vidéo de 52 minutes, mais on a pas mal traîné sur les options et on a fait beaucoup de price action avec cette espèce de petit tuto au début où je vous ai montré comment on descendait en time frame et comment éventuellement on pouvait se faire de ce côté-là. Idem, et c'est quelque chose dont il faut bien entendu toujours tenir compte, c'est que là, dans le 1 minute, on est en train d'accumuler des stops de longueur. Donc ça veut dire que cette figure, elle a une tronche bearish. Si jamais on ne la pète pas par le haut, si jamais l'accélération ici ne continue pas et qu'on la perd ici par le bas, à ce moment-là, c'est retour en bas du biseau. Sous-entendu, on reteste à nouveau les 30 126. Donc la perte de cette trend dorénavant peut vous dire qu'il y a quelque chose à faire éventuellement pour jouer cette espèce de petit short de 200 $.
Ici, on a quelque chose à éventuellement venir chercher. On va voir si ça se met en place. 30 363. Et vous voyez ici qu'on a travaillé pas mal d'1 minute et de 5 minutes aujourd'hui. Ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas fait. Donc voilà, ça reste intéressant. Et ben voilà, en ce qui me concerne, je vous souhaite à tous une très bonne journée. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. J'ai pas du tout préparé celle d'aujourd'hui, ah tiens, c'était aujourd'hui le spectacle de fin d'année de mon fils ce matin, et il est resté stoïque, il a pas du tout chanté et tout, etc. Et donc je me suis dit, bon bah qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut l'emmener voir un psy ou quoi? Pourquoi il est pas vraiment dans l'interaction avec sa classe, etc. Et en fait, derrière, bah, c'est juste que j'ai discuté un peu avec lui, il m'a dit bah, j'avais pas envie. Et en fait, je me dis, bon, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que ça souligne une force de caractère ou est-ce que ça souligne une forme de faiblesse? Donc je suis encore dans l'analyse un petit peu de ce qui se passe. Pas besoin d'aller voir un psy, bien évidemment, pour ce genre de truc. Il suffit potentiellement d'en parler avec lui, mais voilà, la question du jour à la con, elle sera, est-ce que vos enfants, dans les spectacles de fin d'année, sont plutôt de ceux qui brillent? Et le mien, il a brillé par son stoïsme et sa tête de vraiment, je suis pas du tout content d'être là. Donc voilà, j'ai la vidéo, je pense que ça va nous faire rire pendant pas mal de temps. Mais voilà, bon, c'était la conclusion du jour. Il n'y a pas vraiment de questions, en fait, voilà, autant pour moi, mais voilà. Est-ce que vos enfants brillent dans les spectacles de fin d'année ou pas? Je pense que dans le lot des gens qui nous suivent, il y a quand même plutôt des gens qui ont des enfants. Si c'est pas le cas, bah, parlez de vos neveux et nièces, par exemple. Voilà. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao.